c'est dans les cafés que j'étais présent à moi-même et au monde. Et alors, c'est pour ça que j'étais dans les cafés. Je ne sais pas si je vous ai cité ce mot magnifique de Bernanos, qui écrivait aussi dans les cafés du temps où il faisait le journal du curé de campagne, puisqu'il était assureur. Il disait oui, il avait répondu à quelqu'un, oui, j'aime écrire dans les cafés, parce que quand je lève la tête et que je vois un visage inconnu, je prends la mesure de la souffrance et de la joie humaine. Eh ben, je peux dire qu'à travers les cafés, pendant que je travaille, sans parler à personne, sans rien, le visage de tel personnage, de tel client, une vieille femme qui entre, un type qui discute, un type qui sirote dans son coin, des autres qui parlent. Je prends la mesure de l'humanité, de leur souffrance, des passions humaines, des déceptions, de la vie, de la mort, de la maladie, de l'agonie, de tout. Quand il y a l'émergence de quelque chose dans une vie, il faut toujours se demander quelle est l'origine de cette émergence. Si je prenais la comparaison avec un volcan qui a une éruption, nous savons tous, et les géologues le savent encore bien mieux que je vais vous le dire, que l'éruption est préparée longtemps avant. Il y a des roches qui sont brassées, etc., etc. Et à un moment donné, l'éruption a lieu, mais elle est préparée de manière souterraine. Alors, à un moment donné, c'est déclenché, en effet, le besoin de dire qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que ça représente dans son horreur, dans ses merveilles, etc. Mais ça, certainement que ça a été préparé longtemps à l'avance. D'une part, le désert physique, le désert de sable, d'autre part, ce dont on parlera, le désert social, et puis le désert intérieur. Ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a de multiples aspects du désert selon comment on l'aborde. Et c'est très important pour bien comprendre ce qui se passera avec le désert social, c'est de mettre l'accent sur certaines particularités du désert physique d'abord. Alors, avec ce premier sentiment que j'ai dit de base, de l'infini, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que le désert? C'est le désert aussi le lieu des grands contrastes, n'est-ce pas? C'est le lieu où c'est la brûlure la journée, très froid la nuit. C'est un lieu de la désolation et de la mort. Solitude, désolation et mort. Vous marchez dans le désert, vous pouvez mourir de soif, vous pouvez mourir d'insolation, vous pouvez mourir d'épuisement. Et par contraste, on est dans un lieu d'une beauté extraordinaire. Tous ceux qui l'ont traversé le disent. C'est un autre contraste. Il y a quelque chose aussi de pas de plus grave, mais qui joue un rôle considérable. C'est que dans le désert, précisément, il y a à un moment donné le risque de s'égarer. Et il y a ce que je dirais un manque de repères. Tout d'un coup, on ne sait plus où on est. Pour ceux qui ne sont pas les nomades et qui sont les habitués du désert, on ne sait plus où on est. On a perdu les repères. Et perdre les repères, c'est perdre la voie. Et perdre la voie, c'est perdre la vie. Tant de caravanes dont on a retrouvé les ossements blanchis, vous le savez aussi bien que moi. Tant il est vrai que le désert, si on perd la vie, on perd la voie, on perd la vie, c'est que le désert, à part, encore une fois, les nomades, n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de passage. Et on va en venir, bien sûr, à l'affaire symbolique. Il est le lieu de passage. Autre contraste. Désolation, solitude, risque de mort, perte du repère, mais aussi la rencontre des oasis. Et l'oasis, c'est précisément le contraire de l'aridité, c'est-à-dire le lieu où on retrouve l'eau, où on se revivifie, où on se restaure et où on repart. Et dernier point enfin, si vous voulez, c'est le désert, c'est la rencontre de personnes, c'est le lieu de personnes. Alors quand surgit devant vous un personnage, que ce soit tout d'un coup un nomade ou que ce soit quelqu'un qui traverse le désert et que vous rencontrez sur une piste, l'importance que prend la personne humaine dans un lieu où il n'y a rien. Tout d'un coup, ça lui donne quelque chose d'une intensité incroyable et bien presque monumentale. Voilà quelques éléments de ce désert. Alors, il est vrai que c'est cela, avec les contrastes que j'ai dit, mais en même temps que ce lieu de désolation possible et constante, avec ce risque de mort et tout ce que ça implique, et sans parler des mirages qui égarent les voyageurs
encore un élément. Le désert était aussi le lieu des grandes révélations humaines. Nous vivons actuellement, avec le règne de l'économie mondialisée, dans un monde dont je dirais qu'il a, pour reprendre une vieille ancienne expression de Christiane Rochefort, une névrose de puissance. L'argent avant tout, l'argent est la puissance numéro un, et maintenant qu'il n'y a pas de contrepoids du monde communiste avec les grands leaders du capitalisme, c'est vraiment la spéculation financière mondiale qui tient le couteau par le manche, qui a à son service une hyper-technologie, et on peut arriver à tout faire. Ce tout faire veut dire, d'une manière ou d'une autre, pulvériser la personne humaine, c'est-à-dire la considérer comme rien, au profit de ce que vous savez, l'enrichissement, le rendement, etc. etc. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Puissance de l'argent, toutes les autres formes de puissance, la performance, être un battant, être un type qui est puissant socialement, avoir un standing de vie, puissance dans le sport, le dopage, puissance sexuelle, la démonstration, nous les malabards, nous les costauds, et c'est là aussi, nous avons toute la publicité, tout est puissance. Le scoop du journalisme, c'est frapper, c'est la puissance. Nous vivons dans un monde sous le signe de cette névrose de puissance. Alors, l'économie mondialisée étant aujourd'hui le principe, dans quel monde vivons-nous? La chose, trois caractéristiques pour moi. La première, c'est que ce qui était politique hier a quasiment disparu au profit de l'économisme. Si on prend le siècle qui s'achève maintenant, il était marqué par la grande lutte, le grand conflit monde communiste, monde non communiste. On avait affaire à des idéologies totalitaires. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore, si j'ose dire, d'humain dans les idéologies totalitaires? C'est que, elles étaient reconnaissables. Chacune, fascisme, nazisme, communisme, avait un programme dont on pouvait prendre connaissance, discuter, et on n'a pas manqué d'avoir des discussions à n'en plus finir. Deuxièmement, ces grandes idéologies avaient des figures emblématiques. Il y avait M. Mussolini, il y avait Hitler, il y avait Staline. Donc on se reconnaissait, on pouvait discuter, c'était ouvert, si vous voulez. Dans la tragédie, c'était ouvert. Maintenant, avec les tenants de l'économie mondialisée, les grands spéculateurs, les grands manipulateurs qui d'eux-mêmes, à un moment donné, deviennent manipulés, travaillent dans la clandestinité. On ne sait pas où sont les centres vraiment névralgiques, les lieux de décision de la grande finance. Vous savez bien maintenant, si vous voyez comment fonctionnent les grandes entreprises internationales, les holdings, etc., ils sont partout à la fois, partout et nulle part. On ne peut plus les attaquer comme on attaquait un ennemi dans le siècle précédent. D'où un certain déboussolement. C'est beaucoup plus difficile pour les jeunes maintenant de s'attaquer au lieu de pouvoir, on ne sait pas où il est. Alors, je disais que ce monde que nous vivons maintenant est marqué par l'effacement du politique devant l'économisme. Deuxièmement, je dirais que comme recours dans ce désert humain que représente la toute-puissance de l'argent et le fait de manipuler la personne humaine, le recours, par exemple, des institutions religieuses, il est faible pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Les institutions religieuses, je parle des églises, l'église catholique parmi d'autres, elle a, si vous voulez, elle a un poids de tradition qui l'a pétrifié théologiquement, culturellement. Trop de dogmatisme, trop de moralisme, trop de juridisme, ça fait un appareil lourd et un langage qui est aussi pétrifié. Le langage de religieux maintenant, officiel ou traditionnel, ne répond pas à des besoins profonds des êtres humains qui ont une aspiration qui dépasse le simple besoin de vivre d'une société de consommation, mais on n'a pas trouvé encore le langage pour répondre à ce besoin obscur qui existe plus que jamais, nous en parlerons.
Donc, les institutions religieuses sont, disons, en retrait par rapport à ce qu'on vit. Troisième point, la science, qui hier encore, au 19e, fin 19e, prétendait résoudre tous les problèmes naïvement. Je pensais qu'on allait résoudre tous les mystères de la vie par la connaissance scientifique. Nous savons maintenant que quelles que soient les avancées de la science, et je les respecte, ce sont des avancées dont celle de la physique quantique qui m'intéresse pour des raisons que nous verrons peut-être, parce que c'est tout proche de certains éléments de la poésie, la science n'est pas en mesure, quels que soient ses progrès, n'est pas en mesure de répondre à des questions essentielles de la destinée humaine. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens, par conséquence, de la vie de chacun? Qu'en est-il de la mort? Est-ce que l'individu disparaît complètement avec son corps quand il meurt? Est-ce qu'il subsiste de la personne humaine une petite graine, une étincelle d'éternité vivante? La science ne peut pas répondre. C'est par d'autres voies qu'il faut aborder ce problème. Alors, étant donné cela, j'ai le sentiment d'une espèce de déboussolement général des consciences. Déboussolement qu'on peut constater sous mille formes. C'est la délinquance juvénile, c'est la drogue, c'est l'alcoolisme, mais c'est aussi les nationalismes exacerbés, c'est le terrorisme, c'est aussi les sectes ou les charlatans précisément exploitant ce besoin qu'ont les gens de quelque chose d'autre que ce qu'on propose dans la vie de consommation et uniquement de coller à la terre et au bien de la terre qu'il exploite au profit de ce que vous savez. Eh bien, nous vivons dans ce monde-là. Voilà pour moi ce que le désert social. Mais dans ce désert social, si je reprenais les images, on a perdu les points de repère, points de repère politiques, lutte du capitalisme contre un communisme qui voulait pallier la cruauté du monde capitaliste et qui s'est effondré. Il n'y a pas de point de repère religieux au sens officiel, je dis bien officiel, les églises étant ce que j'ai dit, la science étant ce que j'ai dit. On n'a plus de point de repère, comme quand on se perd dans le désert. Alors on risque de perdre la voie. Et pourtant, il y a des oasis dans le désert. Eh bien, dans le monde qu'on vit maintenant, tel que je décris, dans sa névrose de puissance, dans le désert humain que ça représente, je pense que lentement va se constituer, face à cette pression terrible qui est exercée sur nous dans le déboussolement, quelque chose est en train de naître. J'en suis persuadé, qui est précisément la recherche d'un sens. Quand des drogués se suicident, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « on s'enlève la vie parce que la vie, pour nous, n'a plus de sens ». Le sens est fondamental. Il est antécédent. Vous pouvez avoir tous les biens de ce monde. Si la vie n'a pas de sens, c'est comme s'il n'y avait rien. Eh bien, je pense que l'homme a besoin du sens. Il y a un vieil recueil, un essai de Tolstoï, de son âge avancé, qui s'intitule « De quoi l'homme a-t-il besoin ?» Eh bien, je dirais « L'homme a besoin de sens ». Eh bien, je pense qu'on va vers, étant donné le monde chaotique, meurtrier dans lequel nous nous trouvons, pas besoin de donner des exemples, nous allons nous centrer, c'est impossible de ne pas se centrer sur l'essentiel, sur la recherche d'un sens. Mais cette recherche d'un sens ne peut pas ne pas s'accompagner, à mon avis, parce que s'il y a un sens, il y a la recherche de la source de la vie, qui est une source, à mon avis, bienfaisante, ce que les gens appellent Dieu. C'est le sens être inséparable de la relation humaine anti-meurtre, anti-puissance, anti-domination, qui est être fraternel par rapport à l'autre. Être dans le désert, ce qu'on retrouve dans le désert, une oasis pour reprendre des forces et aller de l'avant. Or, plus les pressions collectives vont se faire, plus il y aura une tentative à la fois de recherche de sens et à la fois d'entraide dont on découvre déjà maintenant les signes. Disons, il n'y a aucune structure officielle, tout ça est informulé, mais je vois qu'il se prépare dans la pression de la névrose de puissance, quelque chose qui va émerger. En tout cas, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il nous faut travailler.
d'abord, qu'est-ce que c'est que la culture? Et puis, secondement, la culture, au service de quoi? Si on dit, par exemple, je prends des choses toutes simples, la culture, par exemple, savoir beaucoup de choses. Mais si ce savoir devient un moyen d'exploiter autrui, je ne vois pas très bien quelle culture c'est. Cette forme de culture est une forme d'exploitation d'autrui à partir des connaissances qu'on a et pas du tout un service à autrui. Donc la culture n'est pas forcément... La culture a un caractère aussi dominateur, arrogant. C'est avoir du talent, reconnaître les talents, dire qu'il n'y a pas de talent, c'est un pauvre con. On vous fait valoir les gens qui ont un talent quelconque. Non seulement ils ont un talent, que ce soit chanteur, artiste, n'importe quoi, eh bien, non seulement il a le bonheur de faire ce qu'il aime et ce pourquoi il est doué, mais encore il a l'argent par-dessus le marché, il écrase involontairement les autres. Autrement dit que ce qu'on appelle culture n'est pour moi actuellement telle qu'elle fonctionne que le prolongement plus ou moins raffiné de la jungle sociale et du désert. Voilà ce qu'elle est. Et déjà le langage des êtres dits cultivés, qui est un langage un petit peu de dédain et de mépris par rapport à ceux qui n'en ont pas. Il y a les dominateurs par l'argent, mais il y a les dominateurs par une suffisance stupide, imbécile, de gens qui croient avec un minuscule savoir, car enfin, quel que soit un homme aujourd'hui, quels que soient ses talents, il n'a qu'un minuscule savoir. M. Einstein, c'est très marquable, j'ai beaucoup de respect pour Einstein, mais enfin, il a un talent X, mais qu'est-ce que c'est que face à l'énigme de l'univers et face au mystère de la vie? 3 fois rien. Donc, entendons-nous, la culture n'est pas nécessairement telle qu'elle est conçue, elle est pour moi un prolongement de la jungle. Ce que je vous dis là, moi je pense que ce sont, pardon, mais il me semble que ce sont des évidences. Je crois que ce que je dis là, personne ne peut le récuser. Je n'invente rien, je n'imagine pas un monde, je ne fais pas de théorie, je ne prêche rien. Je dis simplement, voilà le monde dans lequel nous vivons. Avec alors une chose qui m'est tout à fait personnelle. Je dis, c'est par les rapports interpersonnels, lentement, qui se veut créer peut-être un état d'esprit qui ferait que des choses pourront changer. Je ne crois pas que ce soit ni la politique ni les institutions qui le feront. Ça viendra de la base d'une manière peut-être informelle, difficile à prévoir, car il faut inclure dans le réalisme des choses l'imprévisible. Vous ne savez pas ce que va donner peut-être un courant souterrain, justement de solidarité humaine, peut-être donner naissance à des choses qu'on n'imagine pas et en lesquelles, disons personnellement, j'aurais tendance à croire. Car en effet, je pense, mon travail c'est de dire cela. Je ne prêche pas, je ne donne pas le son, je ne fais pas de programme, il n'y a pas de recette, je ne suis pas un futurologue, un homme qui dit voilà comment on vit, mais voilà ce que j'ai le sentiment qui est en train de naître dans une situation apparemment très défavorisée. Je pense qu'il y a des germes de vie extrêmement précieux. Je ne suis pas du tout passéiste. Je pense que je suis, dans un sens, c'est dur à dire, parce que quand je pense au nombre de gens qui souffrent aujourd'hui, mais je suis content de vivre dans cette époque, précisément parce que tout est contraire. Alors, c'est quand tout est contraire que je me dis, enfin, tout va bien. Parce que contre vent et marée, on ira là où personne ne croit qu'il faut aller. C'est là où il y a... Qu'est-ce que c'est que créer une voie, que ce soit dans le désert ou dans le monde moderne? La voie, c'est pas suivre une voie tracée, c'est un pas où il n'y a rien. Devant vous, c'est la terre vierge, l'inconnu, un pas, et puis encore un pas. Vous la créez, la voie. Et je pense que nous devons créer une voie intérieure pour que les rapports humains aient une qualité meilleure. Créer une voie et pas en suivre une toute tracée, comme il n'y avait pas de programme. Mais je ne veux pas de programme. Parce que précisément, je pense que nous, et des gens, sans même se le dire, finiront par créer une voie. Et créer une voie, c'est en découvrir une, en faire une, et non pas en suivre une. Qu'est-ce que c'est être plus homme? Alors, ma réponse, encore une fois, ce n'est pas une réponse étiquetée et valable pour tous. Ma réponse, c'est être toujours plus homme, c'est d'être toujours plus relié précisément à cette source bénéfique qui demande la confiance et toujours plus relié aux autres en tant qu'on est, si on peut, une oasis pour les autres. Ça me paraît définir le maçombré. Réussir sa vie, c'est d'être toujours plus relié précisément à cette source et toujours, dans le sens que nous venons de dire, plus relié à l'autre.